Bonjour, je suis le professeur Mohamed Anis Chameri, enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSEE. Dans cette vidéo, nous allons discuter les modalités de financement des projets d'investissement, qui est la deuxième et dernière partie de notre cours. Alors, commençons par rappeler que les objectifs de cette deuxième partie du cours, c'est le choix des sources de financement qui permettent de mieux réaliser les objectifs de l'entreprise. Alors, rappelons aussi que les objectifs de l'entreprise, c'est d'abord la maximisation de sa valeur d'une part, et puis la minimisation du coût du capital ou encore du coût global de financement d'autre part. Nous allons donc chercher à connaître dans un premier temps les sources de financement possibles ainsi que leurs caractéristiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque mode de financement, nous allons étudier ses avantages, ses inconvénients, mais aussi son impact sur la structure financière, la gouvernance et le contrôle au sein de l'entreprise. Nous allons également étudier l'impact des sources de financement sur la rentabilité du projet, et on parle dans ce cas de la rentabilité financière. Alors, les principales sources de financement dont on dispose, ou bien dont dispose une entreprise, peuvent être regroupées en 4 catégories. Alors, la première catégorie, c'est les fonds propres, à savoir l'autofinancement, l'augmentation du capital, le désinvestissement, les subventions d'investissement et puis le capital risque. Alors, il y a aussi une deuxième forme, à savoir l'endettement. Et lorsqu'on parle d'endettement, on évoque systématiquement l'emprunt bancaire et l'emprunt obligataire. Mais il y a aussi les avances en compte associés et puis le crédit bail ou inversement la cession bail qui fait partie également des moyens de financement qui peuvent être classés comme étant un endettement. Alors, dans une troisième catégorie, on trouve le financement hybride, à savoir le financement par le lancement d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, ce qu'on appelle les ADP. Il y a aussi les certificats d'investissement, puis il y a les obligations convertibles en actions. Alors, en dernier lieu, il y a une dernière catégorie, à savoir les financements participatifs. On parle ainsi de produits participatifs, c'est-à-dire les produits de la finance islamique, tels que les produits Murabaha, Ijara, Musharaka et ainsi de suite. Mais il y a aussi le crowdfunding qui vient de démarrer au Maroc, malheureusement sans référentiel juridique clair pour protéger les investisseurs. Alors, on commence par les fonds propres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds propres constituent la forme de financement la plus sûre. Les fonds propres permettent à l'entreprise de faire face aux différents risques qu'elle encourt et de prendre de nouveaux risques. Ils déterminent également le niveau d'autonomie financière de l'entreprise, constituent une garantie pour les créanciers et peuvent être d'origine interne, on parle dans ce cas de l'autofinancement, ou externe, c'est l'exemple de l'augmentation du capital ou encore des opérations de désinvestissement. Alors, on trouve également des quasi-fonds propres, ou ce qu'on appelle les fonds propres assimilés, à savoir les subventions d'investissement, et puis il y a également le capital risque. Alors, comment on définit l'autofinancement? Alors, l'autofinancement, c'est tout simplement le surplus monétaire conservé par l'entreprise après distribution de bénéfices. Alors, l'autofinancement, il va permettre de mesurer la capacité de l'entreprise à financer ses activités et sa croissance à l'aide de ses propres moyens financiers. Alors, sa méthode de calcul, elle est comme suit. Alors, l'autofinancement d'un exercice, c'est la capacité d'autofinancement de cet exercice moins les dividendes distribués au cours de l'exercice. Donc, si vous voulez, l'autofinancement correspond aux ressources générées par l'entreprise et utilisées pour le financement de sa croissance. Alors, il dépend de la capacité bénéficiaire de l'entreprise. Plus l'entreprise est rentable, plus elle sera capable de dégager des ressources pour assurer son financement. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. D'ailleurs,
l'étude de ces composantes, les composantes de l'autofinancement, va nous permettre de comprendre encore plus c'est quoi l'autofinancement et quels sont ses déterminants. Alors, la principale composante de l'autofinancement n'est autre que le résultat non distribué, qu'on calcule bien sûr par déduction des charges et de l'impôt sur les bénéfices des produits réalisés par l'entreprise. Alors, deuxième composante, c'est les dividendes, et par conséquent, la politique de distribution de dividendes qui constitue une composante importante de la stratégie financière et qui détermine à son tour le niveau d'autofinancement. Alors, troisième et dernière composante, qui est aussi importante, c'est la politique d'amortissement. Alors, la politique d'amortissement, elle a une influence significative sur l'autofinancement, puisque les dotations constituent des charges non décaissables. Elles forment une épargne qui échappe à l'impôt et à la distribution des bénéfices. Alors, on sait très bien que les dotations aux amortissements déterminent la CAF et par conséquent l'autofinancement. Alors à présent, nous allons traiter des avantages de l'autofinancement. Alors d'un point de vue économique, c'est un moyen, plutôt c'est le moyen le moins coûteux pour assurer la croissance et le financement de l'entreprise. Il n'y a pas de coût apparent, contrairement aux dettes qui exigent une rémunération, à savoir les intérêts. On va rémunérer les dettes sous forme d'intérêts. En plus, des frais de dossier, les garanties qui doivent être présentées ou encore donc les augmentations de capital qui nécessitent le paiement de droits d'enregistrement, ainsi de suite. Alors, même si dans l'approche financière, alors, on considère qu'il n'existe pas de moyen de financement qui est gratuit. L'autofinancement, c'est, selon la vision bien sûr financière, alors c'est une ressource financière qui est laissée par les actionnaires à la disposition de l'entreprise pour qu'elle puisse financer ses investissements et par conséquent, il y a un coût d'opportunité puisque si cette ressource a fait l'objet d'une distribution sous forme de dividende ou un super dividende, les actionnaires allaient peut-être opter pour un autre placement financier pour les rentabiliser. Alors l'autofinancement doit donc générer un rendement supérieur au taux de placement supposé si les actionnaires ont opté pour une distribution et un placement de cette ressource financière. Alors l'autofinancement présente l'avantage d'être une ressource disponible. C'est une ressource qui est disponible. Il n'exige aucune formalité administrative ou juridique pour son obtention, contrairement à un crédit bancaire ou une augmentation de capital. Il présente également d'autres avantages, notamment sa flexibilité, puisque l'entreprise elle est libre d'utiliser les ressources dont elle dispose dans les projets qu'elle choisit. Et enfin, il permet de renforcer les fonds propres et par conséquent l'autonomie financière de l'entreprise et sa capacité d'endettement. Alors, malgré tous ces avantages, l'autofinancement, il a également certaines limites. Alors, un autofinancement qui est important implique une réduction des dividendes, chose qui est à l'encontre, bien sûr, des intérêts des actionnaires dans la mesure où cela limite leur rémunération. Alors, ce constat, il est encore plus valable pour les actionnaires minoritaires. Au sein d'une entreprise, on peut distinguer entre des actionnaires minoritaires et des actionnaires majoritaires. Les actionnaires minoritaires s'attendent à une rémunération à court terme de leurs apports, tandis que les actionnaires majoritaires, un autofinancement qui est important, se traduit par des gains en capital sur le long terme si l'argent est investi dans des projets créateurs de valeur. Alors, une autre limite aussi importante, c'est que l'autofinancement est considéré vis-à-vis des dirigeants comme un argent facile à avoir. Ça évite les contraintes liées au financement externe, paiement des intérêts, remboursement de la dette, et ainsi de suite. Et dans une telle situation, il y a le risque que les dirigeants investissent dans des projets qui sont peu rentables pour contribuer ainsi à l'appauvrissement de l'entreprise et de ses actionnaires au lieu que ça soit
une création de richesse pour les actionnaires. Alors, une autre limite, c'est que le recours excessif à l'autofinancement risque de déconnecter l'entreprise des marchés de capitaux sur lesquels elle va trouver les moyens de financement qu'il faut pour financer la croissance de son activité. Enfin, une dernière limite, c'est que le recours à l'autofinancement prive l'entreprise des avantages fiscaux et financiers liés à l'endettement. Alors, dans ce cas, on parle bien sûr de l'effet levier de la dette. C'est la rentabilité financière, l'effet levier qui explique que la rentabilité financière augmente d'autant plus que l'entreprise recourt à l'endettement. Donc, merci de votre attention et rendez-vous dans une autre vidéo explicative de la deuxième partie, choix de financement.